Nous allons accueillir l'autorité, s'il vous plaît, qui vient de faire son entrée. Merci. Nous accueillons Dr Petas Akogbeto. Il est le directeur de cabinet. Oui, nous allons prier l'autorité. Merci bien, monsieur le directeur de cabinet. À ses côtés, le représentant résident, Enabel. Nous allons inviter, comme vu, nous allons inviter le préfet, s'il vous plaît, également l'ambassade de la Belgique, du Royaume de Belgique. Merci pour constituer le présidium. Merci. Mesdames et messieurs, sans transition aucune, je voudrais déjà saluer le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Saluer ici également monsieur le représentant du Royaume, de l'ambassade du Royaume de Belgique, le représentant résident de Enabel au Bénin, monsieur le préfet, les directeurs techniques centraux et départementaux, les représentants des institutions de la République, saluer également les partenaires techniques et financiers ici présents, qu'ils soient nationaux ou internationaux, saluer toutes les organisations de la société civile à travers leurs représentants ou leurs responsables, et saluer également tous les participants à cet atelier. J'ai l'honneur d'introduire cette petite cérémonie en rappelant les objectifs et les thèmes qui ont été traités au cours de cet atelier de 4 jours. Donc cet atelier s'est tenu ici dans cette salle à l'hôtel Azalaï du 16 au 19 octobre et a réuni plus de 150 participants issus du niveau central, de l'autorité de régulation du secteur de la santé, du ministère de la Santé, des ministères des Affaires sociales, de la microfinance, des enseignements supérieurs, de la sécurité, des autorités administratives et politiques, des partenaires nationaux et internationaux d'Enabel au Bénin, des acteurs, des projets qui étaient concernés par cet atelier de partage. Cet atelier de partage d'expérience, des programmes Passeris et Équité mis en œuvre par Enabel au Bénin depuis environ 5 ans. L'objectif de cet atelier était de partager les résultats des 10 projets conduits par Enabel au cours de ces 5 dernières années. Des thèmes très variés ont fait l'objet de présentations, de discussions, de panels. Je peux rappeler quelques thèmes essentiels comme la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, et les droits en santé sexuelle et reproductive, la digitalisation des actions de santé, la redevabilité, qui nous a occupé une partie de cette matinée, la lutte contre les violences basées sur le genre, les maladies non transmissibles, la planification familiale, l'assurance maladie à travers l'ARCHE, le développement des ressources humaines en santé, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la maintenance des équipements biomédicaux, la gestion des déchets biomédicaux au niveau des centres de santé, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, cet atelier a également permis, au cours de la matinée du mardi, de nous consacrer à la lutte contre les cancers féminins. Et cela à travers d'abord une marche, ensuite après une conférence suivie de discussions. Donc voilà ce qui nous a occupés durant ces 4 jours, des débats très fournis, des présentations de grande qualité qui nous ont permis de toucher du doigt les travaux qui ont été menés par les 2 projets que j'ai cités tantôt, Passeris et Équité, au cours des 5 dernières années en République du Bénin
MEMISA Belgique a, comme coïncidence avec l'atelier de Enabel, organisé un atelier régional avec ses partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Je vais le nommer. Il y a l'Association de la promotion de la santé de Darnaïm de Mauritanie. Il y a la Fraternité médicale de Guinée. Et on a 4 partenaires du Bénin, AMSES, CERUT, ABPF et PENUS. Je suppose que vous connaissez ces noms. L'objectif de l'atelier était de promouvoir les échanges entre nos partenaires, entre les différents acteurs, et de promouvoir la capitalisation, la documentation. Je vais donner la parole tout de suite à Dr Kefila Bello qui va parler des différentes thématiques et ce qui est sorti des discussions. Cet atelier cadre dans un programme multi-pays conjoint avec Médecins sans vacances et Chaîne de l'Espoir Belgique et qui est appuyé par la coopération belge. J'ai l'honneur au nom des 7 organisations de la société civile, aussi bien belge, béninoise, mauritanienne et guinéenne, de vous faire un petit point de l'atelier qui nous a réunis aussi pendant ces 4 jours. Donc, il s'agissait d'un atelier dont l'objectif était de travailler entre acteurs du programme Santé pour tous, qui est mis en œuvre dans ces différents pays, pour apprendre les uns des autres et pour nous renforcer mutuellement, et surtout pour voir comment notre action peut venir réellement en complémentarité avec les actions du gouvernement. Donc, nous avons discuté pendant ces 4 jours plusieurs thématiques intéressantes, et le premier grand point qui est sorti de nos discussions, c'est que nous avons des programmes qui vraiment sont alignés aux objectifs nationaux. Et un exemple pour montrer cet alignement, par exemple, au Bénin, c'est que le programme au Bénin est très accentué autour des questions de protection sociale, d'accès aux soins et de qualité des soins. Et tout ça, ce sont vraiment des réformes qui sont vraiment en cours dans le pays et ça fait partie des priorités nationales. Un autre point clé qui est sorti de nos discussions, c'est que nous avons quand même eu des thématiques où les partenaires du programme Santé pour tous ont eu beaucoup de succès sur le terrain. Et non seulement ces succès peuvent alimenter les politiques au niveau national, mais nous avons aussi vu qu'il y a eu des opportunités d'apprentissage entre les différents pays. Donc, un premier exemple, par exemple, au niveau de cette thématique, lorsque je prends la thématique de la santé sexuelle et reproductive, donc le Bénin avait une très belle expérience autour des mouvements d'action des jeunes et cette expérience avait vraiment intéressé plusieurs pays comme la Mauritanie qui se sont rapprochés de l'institution, donc la BPF, pour en apprendre un peu plus et des opportunités de collaboration se sont créées. Il en est de même, par exemple, pour la santé mentale, où la Guinée avait une bonne expérience d'intégration dans les soins de santé primaire que d'autres pays comme le Bénin et la Mauritanie étaient vraiment intéressés. Cependant, malgré ces succès, on a vu qu'il y avait des thématiques où il y a encore des approches différentes qui sont utilisées et il y a des besoins de réflexion. Donc, l'exemple de la qualité des soins, où on a vu qu'il y a encore sur le terrain beaucoup d'outils qui sont utilisés et il y a une nécessité de vraiment harmoniser ces différents outils et ça fait partie des choses pour lesquelles nous nous sommes engagés. Et je voudrais faire passer comme message que nous avons, en tant qu'institution de la société civile, vu qu'il est nécessaire de travailler encore plus auprès des gouvernements et nous sommes très intéressés pour travailler avec le ministère de la Santé, avec d'autres ministères aussi, et puis contribuer à tous les cadres d'échange et à toutes les réflexions. Enfin, nous nous sommes engagés en tant qu'institution de la société civile à renforcer le partenariat entre nous. Donc, non seulement il y a ce partenariat entre les pays africains et les pays occidentaux, mais nous avons vraiment semé des graines pour un partenariat entre pays africains où nous pouvions nous renforcer mutuellement pour ce programme, mais aussi au-delà du programme. Celui qui m'a précédé bien avant a fait un peu le point des thématiques. Mais quand on fait un point exact pendant ces 4 jours, il faut dire que 38 thématiques ont été abordées. Ces 38 sont repartis autour de 10 grands domaines. Et c'est les domaines qu'il a énumérés tout à l'heure. Je ne perdrai pas le temps.
Je sais que le temps est trop cher pour le préfet, surtout le DC. Monsieur le directeur de cabinet, nous avons essayé pour chaque thématique, et sur votre demande, d'identifier c'est quoi la bonne pratique. Et pour cette bonne pratique, quels sont les principaux points de discussion? Et pour ces points de discussion, quelles sont les grandes recommandations qui se dégagent? Je ne vais pas, vous comprenez qu'avec le temps, je ne pourrai pas parcourir les 38 et donner pour chacun les recommandations. On fera une trentaine de minutes. Donc, nous avons choisi quelques essentiels. Mais il y a le document complet qui sera mis à votre disposition pour que vous ne dites pas que je n'ai pas été fidèle. La première grande thématique abordée, monsieur le directeur de cabinet, c'est une intervention à haut impact comme la planification familiale. Et comme bonne pratique, c'est surtout l'approche triple pilier, triple cycle. En fait, les 3 piliers, c'est quoi? C'est la gratuité intégrale de la PF, y compris la prise en charge des effets secondaires. La deuxième, dans le TRIS, c'est l'amélioration de la qualité et de la disponibilité de l'offre. Et le troisième pilier, c'est la lutte contre les barrières socioculturelles. Si vous comprenez, c'est les jeunes ados les jeunes et ados. Et les principaux points de discussion, monsieur le directeur de cabinet, c'est surtout la pérennité de la gratuité par rapport à ce que nous avons vu comme effet. C'est la gratuité effective et intégrale de la gratuité qui est d'ailleurs prônée par le ministère de la Santé. Quand est-ce qu'elle sera effective et comment sera-t-elle? C'est les pesanteurs sociaux que nous avons notés et qui existent et qui ne font que faire enregistrer les comptes performance. Par rapport à ces quelques recommandations, à ces quelques points, nous avons fait 2 recommandations. Il y en a beaucoup, mais nous avons identifié 2. Nous avons pensé que sous le lead du ministère de la Santé, qu'on peut mobiliser les partenaires pour définir un plan de généralisation de l'amélioration et de l'offre de la PF et de sa gratuité. Les partenaires ont monté sur leur disponibilité pour le faire. Donc, on pense que ça peut le faire. La deuxième recommandation, c'est de plaider pour l'intégration de la PF dans le paquet de l'Arche. La deuxième thématique abordée, ou le grand domaine abordé, c'est pas domaine et non pas thématique que je vais faire ce point, c'est la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Par rapport à ça, les bonnes pratiques, c'est le modèle de service pour adolescents et jeunes et loisirs avec une organisation multisectorielle. C'est la plateforme numérique d'accès aux services pour ados et jeunes. C'est l'école des parents permettant d'initier les parents à leur rôle d'éducateur par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Voilà les bonnes pratiques, monsieur le directeur de cabinet. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de points, mais nous avons identifié 2 points qui ont fait l'objet de discussion. C'est la multiplication des plateformes numériques, mais le problème d'autonomisation des centres ados et jeunes. Et par rapport à ça également, nous avons fait 3 recommandations d'appliquer la régulation en vigueur en matière de création de plateformes. On sait que le ministère de la numérique s'en charge et que ça peut être amélioré. La deuxième recommandation, c'est d'organiser un comité multisectoriel de suivi des initiatives numériques en faveur des ados et jeunes. Et la troisième recommandation, c'est de poursuivre via la CPS l'organisation des écoles des parents en identifiant un mécanisme de pérennisation. La 4e thématique, c'est les SONU. SONU, un gros domaine. Et il y a 3 expériences, bonnes pratiques qui ont été partagées. C'est l'expérience de promotion de l'accouchement institutionnel par la mise en place des tricycles ambulances. La deuxième bonne pratique, c'est le trajet de renforcement des compétences SONU assorti du e-learning, centre de formation SONU et encadrement technique de proximité. Et la troisième bonne pratique, c'est les soins optimisés. Par rapport à ça, rapidement, nous avons
quelques points de discussion en rapport avec le e-learning, en rapport avec la faible couverture des centres de simulation jeunes, en rapport avec la qualification des conducteurs de tricycle ambulance, en rapport avec les phénomènes émergents d'accouchement à domicile, liés bien sûr à la fermeture de certains dispensaires maternité isolés, qui n'étaient pas certainement dans les normes. Et par rapport à ça, 4 recommandations, c'est d'inscrire l'apprentissage SONU comme formation prioritaire dans un processus d'accréditation assorti d'une reconnaissance officielle. Deuxième recommandation, c'est de partager l'expérience des tricycles ambulances et les difficultés y afférentes afin qu'on puisse bien sûr agir sur le premier, surtout sur le premier retard. Premier et le deuxième. Partager l'expérience des tricycles, bien sûr, je viens de dire, de plaider pour une extension des centres de simulation jaune à toutes les zones sanitaires du Bénin. Et enfin, d'initier une réflexion sur l'accès financier aux bracelets électroniques pour nouveau-nés à faible poids de naissance. Le cinquième, c'est les violences basées sur le genre. Et là, comme bonne pratique, c'est le modèle de réseautage communautaire permettant de faciliter l'accès à la prise, dont la médiation sociale pour les cas de violence basée sur le genre qui s'y prêtent et à la conscientisation des communautés. Bien sûr, là, un seul gros point, c'est le dernier exposé, c'est la médiation sociale. La médiation sociale, jusqu'où peut-elle aller? La question d'un modèle national qui doit intégrer l'ancrage communautaire. Et par rapport à ça, une seule recommandation, c'est s'inspirer du modèle communautaire VBG développé sur Passeris pour construire un modèle national qui fait le point entre l'ancrage communautaire et le SPEC. L'autre thème abordé, c'est le système d'information. Par rapport à ça, la bonne pratique, c'est l'ancrage décentralisé des données dans les centres de santé et les services des hôpitaux, comme impact des taux de complétude, de promptitude et de cohérence nettement améliorés. Alors là, par rapport à ça, nous avons eu des discussions autour du problème de surcharge de travail qu'on donne aux agents, autour de l'accès difficile à l'électricité Internet dans certaines localités et autour de la gestion de l'amortissement du matériel informatique mis à la disposition. Et par rapport à ces éléments, 3 recommandations. Mettre à l'échelle la collecte digitalisée des données en santé de façon progressive. Faire le plaidoyer pour la contribution du budget national aux consommables et aux outils informatiques à la maintenance en vue de la pérennisation de l'intervention. Et enfin, en attendant la finalisation et l'extension du système d'information, procéder à une expérience de digitalisation du registre des soins dans les formations sanitaires. L'avant-dernier thème abordé, c'est la redevabilité. Et par rapport à celle-ci, bien sûr, une grosse pratique nouvelle a été partagée. Il s'agit des cabinets d'écoute dans les hôpitaux qui visibilisent les PNUD. Ça, c'est les plateformes. C'est les plateformes, des plateformes de les PNUS. Les PNUS, donc les plateformes de, comment, nous on appelait ça le puce, pourquoi? Donc les plateformes de, oui. Ok, voilà. Donc en fait, donc les PNUS offrent un espace d'échange avec la population et facilitent la gestion de la satisfaction des utilisateurs. Donc ça a été partagé. Nous avons eu le temps vraiment d'écouter son fonctionnement. Je vous assure, c'est un bon élément de redevabilité qui permet de recevoir les plaintes à temps réel, vraiment des patients, pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Donc dans cette thématique, nous avons abordé la réalisation effective et l'efficacité des audits des dossiers maternels. C'est vrai que c'est des résultats. C'est des dysfonctionnements auxquels nous avons souvent. Mais nous sommes posés une question, monsieur le directeur de cabinet. Comment le SEM, notamment les centres de santé, peuvent-ils appuyer cette approche tout en gardant l'autonomie des PNUS? On sait que souvent c'est la plateforme des comités de gestion et tout ça. Ils sont chargés normalement de traiter
Mais comment les structures sanitaires peuvent vraiment contribuer à leur fonctionnement sans pouvoir entamer leur autonomie? On s'est posé cette question, on n'a pas pu répondre à ça, mais c'est une question qui reste vraiment collée. La pérennisation et la qualité des cabinets d'écoute, une très bonne pratique, comment on peut l'avoir dans toutes les zones. Alors, nous avons donc recommandé de revoir les tests des organes de cogestion pour l'intégration des PNUS et définir les modalités de soutien financier à la PNUS tout en leur garantissant leur autonomie. Il ne faut pas que ce soit un élément de corruption. Alors, favoriser le réseautage des associations travaillant pour la redevabilité. Voilà les deux recommandations qu'on a faites. Les questions restent en suspens, on pourrait encore beaucoup réfléchir. Nous avons abordé un des problèmes émergents actuellement, c'est les maladies transmissibles et des soins palliatifs. Et par rapport à ça aussi, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été partagées, notamment la mobilisation des ONG pour accompagner la sensibilisation des populations aux maladies non transmissibles, l'appui à l'acquisition de la morphine, l'appui aux campagnes communautaires, les subsides à l'ANSP pour le dépistage et la prise en charge du cancer du col, et enfin le master des soins palliatifs, appuyé par l'INMES. Alors, il y a beaucoup d'éléments de discussion, tels que le recours au dépistage, malgré la disponibilité des services de gratuité, les avantages d'une manœuvre qu'on appelle OutKit, la mise en œuvre effective de l'approche WUPEN, le coût et la pérennisation des interventions de changement de comportement, la difficulté pour prescrire la morphine. 3 recommandations ont été faites. Assurer la routinisation du dépistage dans des zones sanitaires vers les centres de santé. Prendre un arrêté préfectoral contre la détection, la vente, la consommation d'alcool en petite dose en se basant sur des décrets présidentiels et existants. Ça, le préfet est là. Je crois que nous avons discuté autour de ça, ce problème de consommation d'alcool, un fléau, même pas un problème de santé, pour lequel les solutions ne sont pas évidentes. Intégrer les soins palliatifs et la santé maternelle à la formation de base en médecine, mais également aux soins de santé primaire. Plaider pour l'implication d'autres PTF dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Voilà, monsieur le directeur de cabinet, les quelques recommandations que nous avons faites. Il y a d'autres thèmes qui ont été abordés, le monitoring des interventions pour lesquelles pratiquement nous n'avons pas fait des interventions. La couverture universelle santé, oui, j'ai oublié ça. Ça, nous avons quand même, ça tient beaucoup et ça a fait l'objet de discussions âpres au cours de la séance. Par rapport à la couverture universelle santé, nous avons bien sûr discuté, les bonnes pratiques à partager, c'est l'appui à l'élaboration d'outils communautaires, c'est la promotion du dialogue social et la défense des droits des patients dans le cadre de la mise en œuvre de l'ARCH. Alors donc, à ce niveau, il a été vraiment observé une grande discussion autour du panier et de l'assurance maladie obligatoire. Ce panier, on veut le remplir. Il semble qu'il n'est pas rempli. L'intention, c'est vraiment de le remplir. Donc, vraiment, on plaide, et les patients plaident à ce qu'on mette beaucoup d'aspects et qu'on tienne compte de l'équité des soins pour pouvoir vraiment constituer ce panier, ou pouvoir réviser ce panier. Parce que l'aide y a, en fait, déjà, le député peut le confirmer. Nous avons quand même fait des recommandations. C'est de renforcer le dialogue avec la communauté au-delà de l'information pure sur l'ARCH. De faire évoluer le panier de soins en intégrant progressivement les programmes fréquents comme les MNT et ouvrir sur la prévention d'autres interventions comme la planification familiale, les vaccins. Et dans le cadre de la génération de l'âge, assurer une catégorisation des primes selon les revenus des familles. C'est bien des recommandations qui sont faites. On prie le cabinet vraiment de pouvoir étudier et de dire quelque chose par rapport à ça. En soi, un projet libellé projet de Mimisa, projet de Enabel, projet de la coopération belge, projet de AFD, ça n'existe pas. Je vous le répète, un projet nommé
Ça n'existe pas. En fait, dans une perspective de pérennité, on s'inscrit dans les politiques, les visions, les stratégies du pays qu'est le Bénin et de ses acteurs. Et ce qu'on appelle un projet ou une intervention, ou même durant cet atelier, une recherche d'action, ce n'est qu'une contribution. Ce n'est qu'une contribution à ces politiques et ces visions sur invitation du ministère et du gouvernement et sous le leadership de ces acteurs. Ça, c'est important, je pense, à bien se réaliser. Et c'est dans ce sens qu'on ne doit pas libeller ça comme projet, mais plutôt comme un appui au renforcement du système qui est déjà très, très riche avec tous ces acteurs qui sont locaux et qui ont déjà une grande expertise et expérience de ce système. Et on essaie de dialoguer et de trouver une place complémentaire là-dedans. Évidemment, pas tout est parfait au niveau des politiques et des stratégies. C'est comme chaque pays dans le monde, dans chaque société, c'est un défi. Parce qu'il y a les visions, les politiques, les stratégies, il y a la réalité du terrain. Et donc là, il y a toujours un gap. Et ça, en soi, cette contribution va être une contribution critique parce qu'elle va relever les défis que posent ces politiques au regard de la réalité du terrain, mais aussi critique mais constructive. Maintenant, ces contributions peuvent se faire à plusieurs niveaux. On peut le faire au niveau stratégique ou plutôt au niveau opérationnel. Permettez-moi de vous rappeler ce qui est derrière le développement de chaque société, ce qui est en fait un cycle d'apprentissage. On peut partir par exemple des politiques, des visions, des stratégies qui, idéalement, sont construits ensemble avec les acteurs et les parties prenantes dans le secteur ou dans le système. Mais le grand défi reste toujours, dans n'importe quel pays, c'est de les traduire à la réalité, les traduire dans des services concrets pour et avec la population, dans un contexte qui peut être différent dans différents pays ou dans différents contextes du pays. Mais si on tire les leçons de ces défis, de ces expériences opérationnelles, c'est important qu'elles remontent vers les niveaux stratégiques dans un cadre d'apprentissage à travers les canaux appropriés. Et c'est ensuite aux décideurs de décider si ces expériences sont porteurs et peuvent être intégrées dans la stratégie ou dans la politique. C'est la différence de ce qu'on dit pérennisable, parce qu'on peut faire des choses qui ont le potentiel d'être pérennes, mais vraiment la pérennité, ça relève de la responsabilité des décideurs du pays. Ça, c'est très important, je pense, de se réaliser comme arrière-plan dans tout ce qu'on fait. Maintenant, j'ai déjà dit, et hier, Dr Corneille Wani nous l'a dit, c'est l'affaire de tout le monde. Si on parle des grandes réformes comme l'Arche, c'est l'affaire de tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Tous les acteurs doivent contribuer et, suivant une démarche constructive et participative, essayer à construire, par exemple, une grande réforme comme l'Arche. Et ça demande, en fait, une gouvernance collaborative. Et ce n'est pas simplement des managers qui peuvent gérer ça, il faut être des leaders. Et donc, c'est de ça qu'on veut s'inscrire dans le leadership du ministère et de ses acteurs pour construire ce renforcement du système de santé. Je me rappelle Dakar, la déclaration de Dakar en 2013, qui prenait une telle façon de voir la gestion collaborative au niveau du district, le système local de santé, où on sait que la santé, c'est plus vaste que les soins de santé et qu'il faut vraiment collaborer au-delà même du secteur de santé avec un tas d'acteurs et les mettre à contribution pour vraiment avoir le bien-être et la santé pour la population. Je vais finir, mais je voudrais juste quand même
rappeler qu'on reste à votre disposition. Il y a un nouveau programme qui va se faire au niveau d'Enabel et je vois que chaque présentation s'est terminée avec des questions pendantes. Et j'étais vraiment content que toute la salle était très active pour rajouter des questions très pertinentes qu'on doit rajouter aux questions pendantes et qui va nous relancer dans un nouveau cycle de contribution suivant une démarche d'apprentissage, de co-construction ensemble pour continuer à construire sous votre leadership. MEMISA est une ONG belge de coopération développement qui travaille essentiellement dans 5 pays en Afrique, dans le Bénin, et essentiellement avec un programme cofinancé par le gouvernement belge. Les ONG sont parfois perçues comme des organisations qui travaillent à côté du gouvernement ou à côté de la politique nationale. La stratégie de MEMISA est une stratégie de renforcement du système de santé au niveau périphérique. Ça veut dire que nous allons, partout où on travaille, d'abord regarder la stratégie nationale et avoir un dialogue avec le ministère. MEMISA travaille avec plusieurs autres organisations. D'abord avec des organisations de la société civile locale. Au Bénin, nous travaillons avec, Franck l'a déjà mentionné, avec 4 organisations. AMSES, qui travaille avec les hôpitaux, le CERUT, plutôt un acteur académique, ABPF sur la promotion de la famille, le PNUS, les droits de patients, tous des acteurs complémentaires qui, chacun de sa façon, renforcent le système de santé à un autre niveau de la pyramide sanitaire. Mais tous intégrés au système. Bien sûr, ce n'est pas le ministère. Ce sont des acteurs de la société civile, mais ici, je voudrais souligner encore que les acteurs de la société civile qui travaillent intégrés au ministère, au plan du ministère et à la couverture sanitaire sont des partenaires et ont leur plus-value dans le développement du système de santé. En Guinée, en Mauritanie, MEMISA travaille de la même façon, avec des acteurs de la société civile qui ont leur propre identité et qui développent des soins, qui développent des volets du système de santé par rapport aux droits des patients, par rapport aux minorités, par rapport aux certaines populations défavorisées. Et ils ont tous leur plus-value dans le système de santé. Nous travaillons également avec d'autres acteurs belges, avec d'autres ONG, Franck l'a déjà mentionné, le programme le travail que nous faisons ici au Bénin, c'est un programme commun pour MEMISA avec Médecins sans vacances et avec Chaîne de l'Espoir Belgique, 2 acteurs qui travaillent sur le renforcement des capacités au niveau des hôpitaux secondaires, tertiaires. Et de nouveau, on est complémentaires dans l'appui au système de santé, dans le renforcement du système de santé. Pas le dernier, nous travaillons avec d'autres acteurs belges, et je le dis au dernier pour que ça reste bien dans la tête. Nous travaillons en collaboration et en complémentarité avec l'Agence belge de développement, avec Enabel, qui travaille directement avec le ministère. Et pourquoi c'est si important ? Parce que nous avons la même stratégie. Je le dis souvent parce que c'est pas seulement au Bénin, c'est dans plusieurs pays que nous travaillons vraiment main à main avec Enabel, parce que nous avons une même stratégie. On veut tous renforcer ou appuyer ce renforcement, ce développement de systèmes de santé selon les besoins particuliers de chaque pays, etc. C'est pas toujours la même stratégie, mais on se rencontre parce que Enabel appuie plutôt au niveau ministère, niveau intermédiaire, mais MEMISA appuie plutôt au niveau périphérique, intermédiaire. On se rencontre au milieu, on travaille tous avec les autorités sanitaires décentralisées et également on a des partenaires en commun. Aujourd'hui déjà le PNUS, peut-être à l'avenir encore d'autres partenaires. Nous avons des synergies au niveau géographique, dans le Borgou, ici au Bénin, des synergies au niveau thématique, par exemple le droit des patients, et il y a d'autres. Et j'ai vraiment aussi, je voudrais dire encore une fois, nous avons toute la volonté de développer davantage ces synergies à l'avenir
je parle ici pour tous nos partenaires aussi, pour que tous ensemble, on a une véritable plus-value qui va au-delà de ce qu'une organisation seule peut faire. Et pour terminer, je reprends les mots de Karl pour dire on se dirige d'abord vers le ministère. On est demandeur d'avoir ce dialogue et de voir vraiment comment on peut avoir une plus-value, comment notre petite expertise peut appuyer le développement de systèmes de santé ici au Bénin. Merci. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Santé, monsieur le représentant de l'ambassade royale de Belgique, monsieur le président résident de Enabel, chers amis réunis dans cette belle salle, je voudrais vous saluer. Saluer pour dire ensuite que nous avons suivi, disons, ce grand atelier depuis le lundi, partant des objectifs jusqu'au résultat. Nous avons des raisons sérieuses d'être contents, de savoir que ce qui est fait sur le terrain l'est véritablement et que le système a été bien renforcé sur le terrain. Il est à comprendre que la décentralisation est assise sur un trépied. Un trépied, nous avons le gouvernement central, nous avons les gouvernements locaux que sont les communes et nous avons les partenaires au développement. Au nombre de ces partenaires au développement, surtout dans le secteur de la santé, nous pouvons citer, sans risque de nous tromper, Enabel. À travers donc Enabel, nous voudrions dire un grand merci au Royaume de Belgique. Nous voudrions dire aussi un grand merci au gouvernement du Bénin pour avoir su maintenir le cap, avoir su entretenir le partenariat afin que le système soit bien renforcé sur le terrain parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que toutes les thématiques qui sont déroulées depuis le lundi jusqu'à ce jour montrent à suffisance que les besoins sont là. Et nous avons compris que, à travers les recommandations et à travers les questions qui sont restées sans réponse, nous avons compris que notre joie doit être grande lorsque on nous a annoncé qu'il y a un nouveau programme qui va se dérouler bientôt sur le terrain. Je voudrais, au nom des autres préfets du Bénin et à mon nom propre, surtout les préfets de l'Atlantique, des collines, moi-même, vous dire un grand merci. Un grand merci à tous les acteurs, à l'équipe qui a travaillé à Enabel pour que les choses soient à l'endroit et non à l'envers. L'équipe a beaucoup travaillé. Monsieur le DC, nous pouvons leur tirer un grand chapeau. Je sais que votre voix sera la meilleure pour reconnaître les efforts qui sont faits sur le terrain. Et nous pensons que le nouveau programme qui s'annonce pourra être mis en œuvre sérieusement pour le bien de nos communautés. Mesdames et messieurs, je tiens à vous féliciter. Je ne félicite pas seulement Enabel, mais je félicite bien évidemment tous les partenaires qui ont travaillé avec eux au succès de ces différents programmes et non projets. Mesdames et messieurs, une page se tourne aujourd'hui, mais le livre n'est pas fini et c'est un nouveau chapitre qui démarre bientôt. Ce nouveau chapitre, c'est bien évidemment le nouveau programme de coopération qui sera signé a priori lundi. Qui dit nouveau chapitre dit qu'on ne part pas d'une page blanche. C'est donc extrêmement important, tous les éléments que vous avez retirés de ces 4 jours de travail. La santé est un axe important de notre coopération et il le restera donc dans le nouveau programme de coopération. Celui-ci démarrera normalement, si tout va bien, fin novembre, mais il est de notre responsabilité de continuer le travail et de se baser sur tous les acquis du portefeuille actuel. Il s'agit de notre responsabilité vis-à-vis du Bénin, notre responsabilité vis-à-vis aussi de nos contribuables, puisque nous travaillons avec de l'argent public, mais surtout notre responsabilité envers les populations béninoises,
en qui va notre engagement. Je suis confiant pour l'avenir. Je suis confiant sur plusieurs aspects qui vont garantir, je pense, la capitalisation des acquis des différents programmes mis en œuvre actuellement par Enabel. À la fois grâce à la qualité de notre relation que nous avons avec le gouvernement du Bénin, la qualité de la relation que nous avons avec tous les partenaires belges et béninois ici. Je suis aussi confiant parce que je remarque un engagement fort des autorités du gouvernement, représenté ici par monsieur le directeur de cabinet. Je suis également confiant grâce à l'expertise des équipes d'Enabel qui sont présentes ici et que je remercie. Et enfin, cette capitalisation sera aussi garantie par la nouvelle stratégie d'innovation qui sera mise en œuvre dans le prochain programme et qui permettra une mise à l'échelle des acquis grâce à des nouveaux outils digitaux. Mesdames et messieurs, parce que la santé, ce n'est pas que les soins médicaux, le nouveau portefeuille encouragera également les synergies avec d'autres piliers de notre programme bilatéral, que sont le pilier agriculture, via notamment les aspects de nutrition, notre pilier d'appui à la police républicaine, via notamment nos actions contre les VBG, et il intégrera également des notions transversales telles que le travail décent. Non, je voulais, avant de vous donner la parole pour la clôture, c'est de remercier les uns et les autres pour votre disponibilité. Ces 4 jours ont été intenses, je le sais, mais ça montre un engagement. Beaucoup de leçons apprises, beaucoup de recommandations, mais l'aventure ne fait que commencer. Chacun, les uns et les autres, ont leur propre expérience ici, mais ces échanges n'ont d'utilité que si on les met en pratique, on les porte, on a cet engagement. Cet engagement, on le voit, mais voilà, c'est encore une fois de longue haleine. On l'a dit, Enabel a la possibilité, l'opportunité de signer un nouveau programme de coopération pour 5 nouvelles années. Ça va nous permettre de renforcer, de continuer à appuyer, comme l'a dit Carole, c'est très important, appuyer le ministère de la Santé. Et nous sommes là en appui, en accompagnement à votre disposition pour faciliter ces politiques qui sont les vôtres. C'est très important. Donc voilà, une notion aussi de redevabilité, c'est important pour Enabel, savoir faire une pause et dire ce qui était fait. Bien, parfois des choses à améliorer, mais nous sommes aussi ça, l'esprit critique entre partenaires de confiance, en toute transparence et humilité, savoir rediriger ce qui doit l'être pour le bien de ces populations et de nos programmes. Voilà, c'est un engagement que je prends au nom d'Enabel au Bénin, c'est de continuer à vous accompagner, encore une fois à travers ce nouveau programme de coopération, donc sur le long terme, mais aussi avec les partenaires qui sont souvent sur le terrain, très demandeurs et auxquels peut-être on peut penser cet après-midi, ce soir, parce que c'est pour ça qu'on le fait et qui nous donne cette force collective pour continuer et essayer de donner le meilleur. Donc merci encore pour cette contribution. Merci aussi aux collègues de Bruxelles et de nos partenaires qui ont fait le voyage. Ça nous donne aussi beaucoup de responsabilités. Donc voilà, je vous laisse la parole, monsieur le directeur de cabinet, et puis salutations au ministre que je sais qui est très engagé aussi dans toute notre collaboration, très souvent disponible. Donc ça nous donne aussi cet esprit collectif et la volonté d'aller de l'avant. Je voudrais à l'entame, au nom du ministre de la Santé, saluer la qualité de la coopération entre le Bénin et le Royaume de Belgique dans le domaine de la santé et vous dire, cher chargé de coopération, monsieur le représentant résident, tous nos remerciements pour les nombreux appuis dont le secteur de la santé a bénéficié, des appuis qui contribuent depuis de nombreuses années à l'amélioration continue de l'état de santé de nos populations. Mais remerciements également au comité d'organisation pour cette séance, cette belle séance. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le compte rendu sommaire qui a été fait par votre rapporteur, que je voudrais remercier au passage pour l'esprit de synthèse. J'avais demandé et eu à l'avance ce compte rendu avant de me déplacer vers vous pour voir un peu du point de vue thématique ce qui a été abordé, du point de vue également, je dirais, préoccupation, les débats qui ont été faits et surtout
les recommandations qui ont été formulées. Donc, merci vraiment pour la synthèse. Merci également à toutes les parties prenantes de la mise en œuvre, notamment Passeris et Équité, et toute l'équipe de ces projets qui ont travaillé pour que nous soyons vraiment ici et à cette séance de bilan et de partage des expériences. Et merci également à Memeza pour également ce partage, je dirais, de résultats et les rassurer que nous sommes tout à fait ouverts à la coopération dans la mesure où le dialogue que nous avons avec vous, si vous l'avez fait le constat depuis un bout de temps, c'est un dialogue de priorité, de priorisation. C'est un dialogue qui, ma foi, s'aligne en réalité sur nos priorités. Donc, ce que vous faites, c'est en réalité ce que nous faisons ensemble, et ce qui est pour nous, ce qui est prévu dans nos plans d'intervention. Et c'est en cela que j'apprécie l'intervention qui disait qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a que des appuis, en fait, au secteur. Et c'est vraiment ça qu'on doit voir dans notre coopération. Vous aviez, pendant 5 ans durant, travaillé sur des domaines prioritaires pour le secteur. Je voudrais les rappeler certains, les soins obstétricaux néonataux d'urgence, le renforcement de l'accès aux droits sexuels et reproductifs, la lutte contre les maladies non transmissibles en général et les cancers féminins en particulier, le renforcement des ressources humaines en santé, la gouvernance du secteur de la santé, le développement du système local et la structuration de la demande de soins, pour ne citer que ceux-là. C'est des domaines qui sont pour nous des domaines prioritaires. Et lors de nos échanges, lors des réunions de partenariat que nous avons, si vous vous rappelez très bien, c'est des points sur lesquels nous revenons chaque fois. Nous sommes conscients que c'est les leviers en fait, d'impact au niveau du secteur. Et ces programmes ont développé des expériences innovantes au bénéfice des populations et en appui et dans la droite ligne des réformes qui sont en cours au niveau du secteur. Et vous aviez pendant 4 jours échangé autour des résultats, initiatives de ces programmes, tiré les leçons et émettre des recommandations qu'il y a eu vraiment à suivre. Et sur ce point, peut-être que je vais me permettre de revenir sur ces recommandations qui ont été formulées, et pour vous dire combien de fois nous sommes plus ou moins en symbiose, parce qu'il y en a pour lesquels le gouvernement déjà y travaille. Et ma foi, en les écoutant, je me dis, on est dans la continuité en fait de l'action gouvernementale par rapport à leur formulation. La question de la gratuité de la prévention familiale, c'est une question d'actualité. Une question sur laquelle nous travaillons actuellement pour pouvoir la mettre effectivement en pratique telle que c'est formulé. Et vous verrez certainement dans les mois à venir que nous allons pouvoir mettre à l'échelle et non mettre des interventions parcellaires. C'est vraiment mettre à l'échelle cette intervention. La question des SONU avec l'usage des tricycles pour la référence des cas, je dois dire également que sur ce volet, le gouvernement a fait un grand effort. Nous avons, dans le cas de PAG2, lancé la commande de près de 188 ambulances qui certainement seront livrées en 2024. Déjà une centaine en février 2024 et le reste d'ici la fin de l'année, juste pour essayer vraiment de mieux adresser le second retard aux soins. Mais c'est évident que ça ne va pas suffire pour bien mailler le territoire national. Et c'est en cela que ces outils, ces tricycles pourront être également des moyens complémentaires qui viendront renforcer ce système de référence qui est en train d'être mis en place. Nous avons également depuis un bout de temps travaillé sur le e-learning, parce que les formations que nous faisons de plus en plus, qui déplacent un grand nombre d'acteurs hors de leur site de travail, de plus en plus, on a eu le temps d'évaluer cela pour se dire que ce n'est pas efficient pour nous. Ce qui fait que nous avons non seulement voulu à ce que dorénavant, on fasse les formations in situ, donc c'est les tutorats, mentorats qui se font, qu'on mette en place des centres de simulation dans les zones sanitaires, mais qu'en plus, nous puissions développer le e-learning pour accompagner ces formations. Donc, c'est des réalités qui sont déjà liées là.
qui, ma foi, seront mises à l'échelle. La question du panel de soins de base que vous aviez également abordé, et comme vous le savez très bien, on a voulu démarrer en tenant compte d'un panier qui soit soutenable pour le gouvernement, mais en ne perdant pas de vue les autres besoins qui sont là. Il y a des programmes verticaux qui vont se poursuivre, du point de vue gratuité, qui vont se poursuivre, mais il y a d'autres que nous allons mettre ensemble au niveau du panier de soins de base. Mais on reste ouvert pour que, lors de la mise en œuvre, nous puissions évaluer pour voir dans quelle mesure coopter d'autres affections. J'étais la semaine passée à un forum sur les maladies, enfin les produits malsains, et y compris les boissons, l'alcool, mais également le tabac, où de plus en plus nous voyons le fardeau de ces produits sur notre système sanitaire. Donc il y a un doux fardeau qui est là, qui est évident, et l'enquête STEP qui a été faite récemment, plus de 97% des populations béninoises ont tout au moins un facteur de risque. Et nous nous apprêtons à faire encore une nouvelle enquête en 2023. Si déjà on est à 47% de population ayant un facteur de risque, on se dit en 2023 ce que ça peut donner. C'est dire un peu déjà quand même la gravité du sujet au niveau du pays. Et c'est en cela que je voudrais encore remercier Enabel pour avoir pris en compte ce volet. Je me rappelle, chers partenaires, que ça a été également un des points qui ont été discutés. Ce n'était pas des points également acquis dès le début, mais des points sur lesquels je pense, en son temps, que Enabel a compris l'enjeu, les priorités du pays et nous a accompagnés. Et je tiens vraiment à le remercier pour cet accompagnement, pour cette compréhension des priorités qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs, je pense que sur la base de ces bonnes pratiques qui ont été identifiées, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de bien les documenter. De bien les documenter, de voir les leçons qu'on peut être amené à tirer et qui pourront nourrir le nouveau programme de coopération qui est en cours de signature, comme l'a rappelé le représentant résident d'Enabel. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous rassurer que le ministre de la Santé, le professeur Mpati Benjamin, demeure engagé, disponible, à ce que nous puissions travailler ensemble, disponible à maintenir et renforcer les acquis et les bonnes pratiques qui contribuent de façon significative au plan d'action du gouvernement 2021-2026. Je ne saurais terminer sans, encore une fois, exprimer notre gratitude à la coopération belge, et celle qui est avec nous ici, et à Cotonou, et celle venue de Bruxelles. Je leur souhaite un bon séjour au Bénin, et c'est sur une note de reconnaissance d'engagement que je déclare au nom du ministre de la Santé et en percé officiellement clos l'atelier de partage des expériences de programme Passeris et équité. Vive la coopération et le partenariat pour le renforcement du système de santé. Vive le Bénin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est sous ces applaudissements bien nourris que nous voudrions vous remercier pour votre présence, votre participation. Cet atelier vient de prendre fin. L'autorité officielle a sifflé la fin. Et le lundi, nous nous sommes tous embarqués dans ce Boeing, celui de l'amélioration du système sanitaire. Le Boeing est parti pendant 4 jours et à bord, vous étiez les passagers. À bord de ce Boeing, les discussions ont été riches, les échanges ont été fructueux. Le but visé était d'atterrir à Cotonou sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, les valises bien chargées de recommandations et de conclusions. Nous en avons eu droit. À présent, chacun retourne chez lui avec ses valises bien constituées et nous espérons que les recommandations qui sont bien cachées dans vos valises serviront à servir le Bénin et son système sanitaire. Et c'est sous cet espoir que je nous donne rendez-vous pour d'autres occasions aussi belles que celle-ci, en continuant de croire
que entre le Bénin et la Belgique, l'histoire continue autour de la coopération. Merci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une photo, une vue d'ensemble pour immortaliser cet instant. Les photographes nous diront l'endroit approprié pour que dans la postérité, ces images des participants y restent. Merci à chacun et à tous et au revoir. Ici.